Demain, le monde célèbre la journée mondiale des veuves. Les veuves font partie des populations les plus isolées et les plus marginalisées. Elles sont absentes des statistiques. Nous reviendrons sur la condition des veuves dans quelques minutes. Les fours de fumage de poissons utilisés en Côte d'Ivoire intéressent les femmes ghanéennes. Des Ghanéennes sont ici pour s'inspirer du modèle ivoirien en matière de construction et de fonctionnement de ces fours. Et puis en Libye, 34 personnes ont été tuées parmi les forces pro-gouvernementales dans les combats contre l'État islamique à Sirta. Les forces du gouvernement d'union nationale tentent depuis la mi-mai de reprendre la ville aux mains des djihadistes. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain, c'est la journée mondiale des veuves. Des millions de veuves dans le monde vivent dans une pauvreté extrême. Elles sont confrontées à des difficultés, notamment la maladie, la discrimination juridique et sociale. Pour changer la vie de ces femmes, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé que le 23 juin comme étant la journée internationale des veuves. Le reportage de Serge Koléa. Ramata Tapsoba, veuve âgée de plus de 80 ans, vit au quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Elle a perdu son mari, cela fait aujourd'hui 26 ans. Depuis le décès de son homme, elle ne s'est plus véritablement retrouvée et avec elle, ses 8 enfants, dont un seulement mène une activité. Après le décès de mon mari, je n'ai pas eu moins pour équiper mes enfants. Ils battaient à l'école. Mais je n'ai pas eu moins parce qu'il n'a qu'à continuer à l'école. Donc ils sont restés. Sans moyens, cette femme dans le dénuement s'accroche à la vie. Quand je suis malade, en tout cas, on me donne ordonnance, je n'arrive pas à tout payer. Si mon fils a eu, il paye un peu, moi aussi je débrouille et paye les restes. Si je n'ai pas eu aussi, c'est qu'il a payé et me soigne avec. Seule, avec ses petits-enfants, Ramata ne compte que sur la providence pour combler ses espoirs. C'est que nous on veut en demander à Dieu. Ce que vous avez eu pour nous donner, tout ce que vous avez gagné, donnez-nous. Ce que Dieu vous donne, vous n'avez qu'à nous donner ça, parce qu'on n'a pas de moyens. Toutes les veuves ne sont pas logées à la même enseigne, fort heureusement. Thiès Djoumansi et ses 4 enfants résident à Yopougon, Trois-Rouges. La veuve se souvient de ce jour sombre du 1er avril 2006. Son époux s'est éteint subitement, emporté par un AVC. Professeure d'anglais dans un lycée de la place, elle s'en sort plutôt bien dans l'éducation et la prise en charge de sa progéniture. Thiès Djoumansi a des réalisations. Elle a également des projets et se dit pleinement épanouie, malgré son statut de veuve. Je n'ai vraiment pas d'ennui, ni avec ma belle famille, ni avec quiconque. Mais le quotidien des mamans, ce n'est pas facile. Quand vous donnez 2 kilos de riz à une, plus un sachet d'huile, en partant, elle a l'impression qu'on va la poursuivre pour lui arracher encore tellement elle est étonnée. Parce que c'est la misère totale. Nous avons des veuves qui ont été traumatisées pendant les cérémonies de veuvage, qui ont été battues, qui ont été dépouillées de tout. On en a une qui avait même été jetée en prison. Les enfants n'ont pas à manger, puisque la maman ne travaille pas, le papa ne vit plus. Ils sont obligés de s'adonner à n'importe quel vice. Et c'est dangereux pour la sécurité de la nation. D'une veuve à une autre, allons à la rencontre de Thérèse Bié, commerçante de produits vivriers à Yopougon, Sikoji. 24 ans après la mort de son mari, elle continue de se battre pour le devenir de ses 3 enfants. Ça n'a pas été facile, mais elle est décédée quand les enfants étaient encore très mineurs. Mais je me suis battue. Mon activité me permet quand même par jour de gagner 20 000 francs. Cette femme battante est un modèle de volonté et de courage. Mon projet vraiment, c'est de construire une maison. Et je vais construire cette maison. Moi, je lance un message à toutes les femmes veuves. Une veuve ne doit pas être une femme qui fait pitié. Une veuve doit être une femme qui se bat, comme si son mari était encore vivant. En tout cas, moi, je me bats pour m'en sortir avec mes enfants. Je ne me laisse pas. Je ne dors pas. Je suis toujours souriante. J'ai toujours la joie. Je ne fais pas cas de mon mari qui est décédé. Je sais qu'il est parti. Ça me fait mal. Mais je ne fais pas cas. Ramata Tapsoba, Thiès Djoumansi, Thérèse Bié, 3 veuves, même destin, mais fortunes diverses, pourrait-on dire. À travers le monde, quelques associations œuvrent à la défense des droits des femmes après le décès de leur mari. L'ONG chrétienne Minoge, le ministère international de la nouvelle génération, basé en Côte d'Ivoire, en est une. Créée en 1999, cette organisation s'assigne pour mission principale de contribuer à l'épanouissement spirituel, psychologique et socio-économique des veuves et des orphelins. Il faut imaginer une veuve, par exemple, qui est au village, elle n'a rien, elle n'a personne, elle est malade.
Et elles meurent comme ça, dans la solitude, abandonnées. Il y en a parce qu'elles ne gagnent même pas à manger. Elles meurent de faim. Ignorées par la plupart des organisations de la société civile, les veuves sont pourtant victimes des misères les plus inimaginables. Les Nations Unies estiment à 245 millions les veuves dans le monde, dont 115 millions d'entre elles vivent dans une situation d'extrême pauvreté. Pour donner une reconnaissance à la situation des veuves, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 23 juin de chaque année Journée internationale des veuves. Des fours modernes de fumage de poisson pour aider les femmes qui exercent cette activité. Ces fours installés dans la commune d'Atekoubé, de Marcory, de Grand Laou et de Bessabo font le bonheur de ces femmes. Une expérience dont veulent s'inspirer des femmes venues du Ghana. Konate Moussa. Marie Adiko est fumeuse de poisson à Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. Elle travaille dans des conditions difficiles. Respirer au quotidien la fumée est insupportable. Un travail de poisson là, c'est dur, c'est difficile. Mais c'est un métier que nous on a choisi. On voit qu'il y a un peu d'argent dedans, on s'assoit dedans, mais ça nous fatigue beaucoup. La fumée nous fatigue, ça nous pique dans les yeux, ça nous donne des maux d'yeux, les maux de tête. Non loin de là, d'autres fumeuses de poisson, elles ont bénéficié d'un four moderne. Fini pour elles les soucis de santé. C'est un four que les clés sont beaucoup, c'est grand. On arrive à disposer beaucoup de poissons, beaucoup de quantités de poissons là-dessus. Parce qu'avec le four traditionnel, les barriques là, c'est petit. Si tu as trop mis le poisson dessus, c'est au moins 25 kg ou bien 30 kg. Mais aujourd'hui, sur ce four-là, un seul fumage peut faire 100 kg. On n'est pas en contact avec la fumée. Il y a un cheminée qui dégage la fumée des fours. On n'est pas exposé à la chaleur parce que les fours sont fermés. Fumer du poisson sans avoir les yeux qui vous piquent. L'expérience fait écho. Des femmes venues du Ghana s'imprègnent du savoir-faire ivoirien. Ça nous plaît beaucoup parce que c'est un nouveau modèle de fumage que les FAO a offert à toutes les femmes transformatrices afin d'améliorer leur travail, non seulement ça, leur santé. Et encore ça donne encore de revenus parce que quand le poisson est bien fumé, le prix est encore bon pour la fumeuse. C'est une expérience que nous espérons voir chez nous et nous allons la mettre en pratique aussi. Ce dispositif moderne pour le fumage de poisson a été construit en 2013 avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cette année, 3 autres ont été réalisés dans les localités de Grand Laou, Guessabo et Makori Anoumambo. Les Ivoiriens aiment manger le poisson avec de la téké, mais depuis quelques mois, la semoule de manioc se fait rare. La raison, les plantations de manioc ont été remplacées par des plantations d'EVA. Cette pénurie d'attiqué n'a pas touché la région du Moronou grâce au projet manioc initié par la présidente du conseil régional. Depuis cette découverte, c'est la ruée vers l'attiqué dans le Moronou. Nzanfouenou, département de Bongouanou, à plus de 200 km d'Abidjan. C'est ici que Christophe s'approvisionne en attiqué depuis le début de la pénurie de manioc en février dernier. 2007-2008, je venais chercher du manioc à Bongouanou. Donc cette année, comme j'ai vu qu'il n'y a pas d'attiqué à Abidjan, donc j'ai décidé comme ça de venir voir. Et Dieu merci. Avec satisfaction parce que quand je viens, je ne me retourne pas vite. Les fournisseurs de Christophe, en voici Odette et Madeleine, responsables de groupement de fabricantes d'attiqué. Elles disent produire cette denrée en quantité grâce au projet manioc de Véronique Kaka, la présidente du conseil régional du Moronou. Je remercie d'abord notre maman Amman Véronique. Parce que c'est grâce à elle actuellement on peut avoir un peu de manioc ici. Elle nous avait fait des champs de manioc. C'est ce manioc-là nous travaillons actuellement. Quand on vend là, on gagne un peu et puis on garde un peu. C'est ça, il y a pris pour faire ça. Donc on demande à madame, à Cameron Véronique, pour qu'il fasse projet là encore. Puis nous aussi, on gagne beaucoup de manioc. Le projet manioc de la présidente du conseil régional, c'est un investissement sur fonds propres de 30 millions de francs CFA en 2014. Véronique Kaka entend même ériger le Moronou en grenier du manioc et produits dérivés. À la clé, une usine de transformation du manioc déjà en construction avec l'aide de partenaires. À terme, une 60aine d'emplois directs et la culture intensive de manioc dans la région.
Mieux, elle expérimente toujours au profit des populations la culture intensive de maïs. Projet pilote dans la sous-préfecture d'Assier-Koumassi pour un investissement de 10 millions de francs CFA, encore sur fonds propres. À Yamoussoukro, dans le centre du pays, des jeunes sensibilisent et forment d'autres jeunes à l'éducation sexuelle en vue d'un changement de comportement. Ils comptent par cette action contribuer à la réduction des grossesses en milieu scolaire. Ces actions sont menées lors de la première édition du camp de formation sur le leadership des jeunes. Grossesse en milieu scolaire. Fléau raccourcissant le cursus scolaire de nombreuses jeunes filles et anéantissant les efforts financiers des parents d'élèves. En Côte d'Ivoire, le taux est en croissance au fil des ans. Plus de 5 900 écolières et élèves en grossesse au cours de l'année scolaire 2014-2015. À la fin du mois d'avril 2016, elles se sont illustrées avec 4 900 grossesses, un véritable record contre 4 250 à la même période l'année précédente. 77% de ces jeunes filles sont âgées de 9 à 18 ans. La plupart de ces filles tombent enceintes pendant les vacances scolaires. À quelques semaines donc de ce temps de repos, l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, s'implique dans la lutte contre ce fléau qui détruit l'avenir des jeunes filles. À cet effet, un camp de formation sur le leadership des jeunes a été initié. Il sera question de former ces jeunes leaders à l'éducation sexuelle complète et à la sexualité responsable afin de sensibiliser leurs pairs pour un changement de comportement et contribuer à l'éradication de l'épineux phénomène des grossesses à l'école. C'est le village de Koussoussou, dans la commune de Yamoussoukro, qui abrite cette première édition du camp de formation sur le leadership des jeunes. Les membres du mouvement Action des jeunes mages ont exprimé leur engagement contre ce fléau. Le camp de formation sur le leadership des jeunes de l'AIBF va durer 5 jours et concerne 250 jeunes âgés de 15 à 24 ans, venus de 9 régions du pays. Avoir des enfants, c'est le vœu de plusieurs couples en Espagne. Des cliniques spécialisées dans la procréation médicalement assistée veulent faire de leurs patients des parents. De plus en plus, des couples de plusieurs nationalités se rendent dans ces cliniques. Les Espagnols donnent le plus leurs ovocytes en Europe. Elles ont permis 15 600 traitements en 2011. En Libye, 34 personnes côté forces pro-gouvernementales ont perdu la vie et 100 autres sont blessés dans des combats qui opposaient forces loyalistes et djihadistes, je vais y arriver, du groupe État islamique. Ces combats ont eu lieu hier à Sirte, dans le centre-nord de la Libye. La ville est le fief du groupe État islamique depuis juin 2015. Kader Ouattara, Herman Niamia. Tir de Kalachnikov et combat à l'arme lourde. Ce mardi a été la journée la plus sanglante pour les forces libyennes depuis le début de leur offensive contre les membres du groupe État islamique à Sirte. 34 membres de l'armée ont perdu la vie dans des combats meurtriers, ce qui porte à près de 200 le nombre de loyalistes tués depuis le début de l'offensive le 12 mai dernier. Les troupes du gouvernement d'Union nationale sont ralenties dans leur progression à Sirte par les contre-offensives des djihadistes qui ne veulent pas lâcher prise. Les combattants de Daesh emploient de nombreuses techniques pour faire face à l'avancée de l'armée libyenne. Ils se barricadent dans les maisons, postent des francs-tireurs sur les toits et utilisent des kamikazes. Malgré toutes ces embûches, les forces libyennes ont pu entrer à Sirte le 9 juin dernier avant d'y encercler les djihadistes dans une zone résidentielle de 5 km². Pour l'heure, le bilan global des pertes djihadistes n'est pas connu. Le pays semble loin d'en avoir fini avec la spirale de la violence. La Libye, minée par les luttes de pouvoir où l'accès aux armes est facile, peine toujours à sortir la tête de l'eau, malgré l'installation depuis fin mars à Tripoli du gouvernement d'union nationale. C'est sur cette violence en Libye que s'achève ce journal. Portez-vous bien.